Max Mann, peintre et sculpteur, est considéré à l'Oriol-sur-Drôme comme un sympathique farfelu. Dans l'ancienne école communale, d'une superficie de 1000 m² et qui compte 26 salles, 48 fenêtres ainsi que 31 portes, il a ouvert le musée de l'insolite. Une collection unique qui réunit toutes sortes de curiosités et d'objets d'art. Votre musée, c'est le nom d'un musée insolite. Qu'est-ce que c'est exactement le mot insolite? Eh bien, le mot insolite, monsieur, c'est quelque chose de très vaste. Tout ce qui est inattendu, oui, qui n'est pas vu, qui n'est pas connu, qui sort de l'ordinaire, qui dérange même quelquefois, peut-être insolite. Je le suis peut-être, moi, oui. Tout m'intéresse, autrement dit. C'est ce qui fait la diversité que j'ai justement au musée. Parce que tout m'intéresse, que ce soit des cuivres par exemple. Bon, ben, j'ai monté une collection de cuivres qui est assez importante ici, que ce soit les affiches. Quand je trouve des affiches anciennes, bien entendu, je précise, à ce moment-là, ça m'intéresse aussi. Tout ce qui est ancien m'intéresse. Mais vous avez une passion pour ça? Ben, j'ai une passion, oui. Ah ben, oui, c'est une passion. C'est une passion, on pourrait même peut-être dire un peu de la folie, vous voyez, parce que je crois qu'il faut être un peu fou pour avoir tout amassé ce que j'ai pu amasser. Mais c'est comme ça, c'est quelque chose qui est inné en moi. Quand je vois quelque chose, il faut que ça m'appartienne. Voilà. Alors, ceci, vous voyez, est une pièce rare que j'ai ramenée d'Allemagne. C'est un bidet d'ailleurs qui est unique en France. C'est un bidet à 2 places, en face à face. C'est un bidet de lesbienne. C'est une pièce rare, vous voyez. Bien. Ah oui. Et vous avez, par la même occasion, ce balancier d'horloge. Je vais vous l'animer. Vous voyez, quand les heures s'égrenaient, l'origine de la Fanny est une fille qui existait d'ailleurs, qui était très belle mais un peu simplette. Et alors on l'embrassait, on embrassait Fanny, c'était les gagnants qui embrassaient Fanny. Puis un jour, un plus malin a fait embrasser Fanny, mais les fesses de Fanny. Et puis la pauvre fille est morte et on a représenté Fanny après comme ça. Et maintenant ce sont les perdants qui embrassent Fanny, parce que maintenant ce ne sont plus les fesses de Fanny qu'on embrasse. Ce sont bien entendu soit des sculptures ou des peintures. Voilà l'histoire de Fanny. Ben tenez. Ici, vous avez cette sculpture-là, justement, que j'ai exécutée, vous voyez, où je représente la mort, ainsi qu'une femme. Et cette femme, justement, je l'ai eue dans ma vie. C'est une femme avec qui j'ai vécu. Cette femme était beaucoup plus âgée que moi, d'ailleurs, et c'était une prostituée. Cette femme m'a passionnément aimé, je l'aimais passion. Et elle est au ciel, si le ciel existe. Je la représente ici, au pied de mon cercueil, veillant non pas sur mon cercueil, mais sur ma propre vie, j'espère. Voilà pourquoi j'ai fait cela. J'estime que tout ce qui sort de la main de l'homme, tout ce qui est travaillé par l'homme et qui est beau a une valeur. Situé à quelques pas de l'autoroute, le petit village de Cliouscla a gardé son cachet d'autrefois, le charme et la sérénité d'un village provençal. Tous les 2 ans se tient ici le marché de poteries anciennes, unique en France. Il a démarré en 1995 à l'initiative de Pierre de Nercy, antiquaire amateur, qui voulait réunir des passionnés de la poterie populaire. Depuis cette date, les antiquaires et les visiteurs envahissent régulièrement des rues tranquilles du village et la terre cuite prend toute la place. Durant 2 jours, les professionnels de la terre partagent leurs expériences, les anciens évoquent le passé et parlent de l'évolution du métier. Des pièces de collection trouvent des acquéreurs fascinés par leur beauté et la maîtrise des potiers d'autrefois. Ah bah non, bah Dieu que non. Ah bah ça, je l'ai pas vu. C'est vieux ça. C'est quand même quelqu'un qui devait
Peut-être savoir vivre, non? Hein? Là aussi, là aussi. Et là aussi. Le cristal, pardon. Ah, mais ils sont en retard. À 8h, mardi, alors tout le monde arrive à 6h du matin. Bonjour Nicolas. Monsieur Nicolas. C'est souk, hein. Ah ouais, c'est n'importe quoi alors. Ça va, vous savez bien dormi? Il fait... Enfin, bon, il y avait un fait d'usage et puis elle était vous avez dit ça. Les corps sont jaunes, tout blanc, tout jaune. C'est le 19e, parce qu'après on est passé sur des modèles beaucoup... Ça voilà, ça c'est du 20e. L'exploitation des gisements d'argile et la fabrication de poteries ont marqué l'histoire de Kliuskla. En 1850, sur plus de 800 habitants que compte le village, une centaine fabriquent et cuisent des poteries dans 10 fours à bois. En 1903, Marius Angaleras fonde la poterie de Kliuskla, appelée encore aujourd'hui Fabrique, et qui, achetée en 1964 par Philippe Sourdive, continue jusqu'à nos jours ses activités sous la direction d'Olivier et de Nicolas Sourdive, fils de Philippe. Cette poterie est l'une des rares en France à extraire et à travailler sa propre terre. À Kliuskla, on fait de la poterie depuis au moins 300 ans, depuis 1600 et quelques. On s'est rendu compte que l'argile, qui n'était pas très bonne pour l'agriculture, était bonne pour fabriquer et façonner des poteries à usage utilitaire, l'usage domestique. Donc ici, à Kliuskla, on utilise notre argile locale, puisqu'il y a des gisements autour du village. Et c'est donc la couleur de cette terre que vous voyez ici. Donc on a façonné avec cette argile qui a été préparée. Auparavant, elle était préparée dans des bassins à terre qui sont à côté à la poterie. Maintenant, elle est préparée par des gens dont c'est le métier et qui nous la rendent sous forme de pâte, nettoyée de ses impuretés. Et ensuite, les tourneurs l'utilisent pour façonner la pièce. Le façonnage à Kliuskla se fait essentiellement au tour. Le potier attrape une poignée de terre, la jette sur le tour en faisant attention à ce que la boule soit bien centrée, qu'elle tombe rond.
Avec ses mains mouillées, il commence à caresser l'argile, à modeler. D'abord, il perce au centre sans oublier de laisser le fond qu'il écarte ensuite. Il y va doucement, sans brusquer les choses. Sous ses doigts, la terre reste docile, obéissante. L'objet prend forme. Si un instant les mains du potier délaissent l'argile, c'est pour qu'il puisse enlever la terre qui colle à ses doigts. Enfin, à l'aide d'une petite plaque, il parfait la forme de la pièce, puis l'enlève et la place sur une planche qu'une fois remplie, il placera sur son épaule et portera à sécher sur les barres installées dans la cour lorsqu'il fait beau. La terre de Kliouskla, comme tant d'autres, elle est poreuse. Et puis comme nous allons la cuire en dessous de 1000 degrés, elle ne va pas se vitrifier. Donc il va falloir l'imperméabiliser pour qu'elle puisse contenir les liquides et les aliments. Là c'est du liquide. Et donc on va lui mettre une glaçure par-dessus. Une glaçure c'est du verre. Le verre c'est ce qui est brillant. Mais avant de mettre cette glaçure, on va lui mettre un engobe, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une autre terre diluée dans l'eau. C'est donc à peu près toujours les mêmes terres à la base, mais qui sont colorées avec des oxydes naturels ou des colorants. Nous ici on utilise des oxydes naturels. Et donc on utilise 5 couleurs, le blanc, le rouge avec des colorants ou bien une terre rouge, le vert où on met de l'oxyde de cuivre dans le blanc, ou bien le noir où on met de l'oxyde de manganèse dans le blanc ou dans le rouge, et ou bien du cobalt pour faire le bleu. Une fois que ces couleurs sont disposées sur la poterie qui a été fabriquée, montée, ancée, assemblée, façonnée, souvent on la décore. Mais où vous avez appris ça, tout ça? Ici Oui. dans l'atelier. Oui, mais vous faites des autres études? Non, pas du tout. Non, je savais C'est moi dessiner. ici. Oui, je savais dessiner. Oui. Et quant au décor des pièces de tradition, j'ai vraiment appris Oui. ici. Quoi. Ici, hein, dans les villages? Oui, là, dans l'atelier, Ça, c'est extraordinaire. avec Pierre Béziat, avec Oui. M. Champerdry qui est plus là, qui est parti. Oui. Des gens comme ça qui sont venus et qui on a travaillé. Des bonnes mains. Oui, ça tremble pas. Non, non. Voilà une autre pièce qui a été tournée, c'est la terre de Kliouskla, qui a été tournée, tournasée, c'est-à-dire qu'on a fait le profil extérieur, et ensuite qui a été engobée avec cet engobe blanc, et ensuite qui a été décorée. Et puis enfin, la partie la plus délicate, c'est entre le tournage et la cuisson, c'est toute la partie du séchage, parce que c'est toute la partie qui reçoit les opérations. C'est une partie du travail qui paraît comme ça anodine, mais qui est probablement la plus importante, entre le moment où la pièce absorbe du taux jusqu'au moment où elle va arriver au four complètement sèche. Et une fois que cette pièce a subi toutes ces opérations-là, on s'approche du four et on va le cuire une première fois. Là, on a une pièce crue, décorée, et donc on va l'enfourner dans un four à bois, un four à gaz, et on va la cuire une première fois aux alentours de 1000 degrés. Et donc vous avez bien à peu près les mêmes couleurs qui ont été ici, qui sont crues, et ici qui sont cuites une première fois. Là, la terre est crue, elle n'est pas céramisée, elle n'est pas transformée. Là, la pièce est cuite, et déjà, elle est dure, durcie par le feu, et il faut la cuire juste à la bonne température, avec une bonne atmosphère, ni trop oxydant, ni trop, c'est-à-dire avec de l'air suffisamment. Dans le four, c'est tout un jeu de réglage pour arriver à utiliser la chaleur, les flammes, la chaleur pour cuire les poteries sans les étouffer, sans les altérer, parce que sinon on modifie les couleurs, on modifie la texture, on risque d'avoir des problèmes d'écaillage, enfin il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir à la cuisson aussi. Une fois que cette première cuisson a été effectuée, on va enfin vitrifier cette pièce. C'est-à-dire, on va l'imperméabiliser. Pourquoi? Parce que c'était pas pour faire joli, c'était simplement parce que sinon, si on met un liquide dans un saladier comme ça,
Là, si on met un liquide, évidemment, le lendemain, la poterie, elle est à plat sur la planche. Si on met un liquide dans ce saladier, le lendemain, il n'y a plus de liquide parce qu'il est passé à travers. Parce que c'est poreux, parce que c'est cuit à des températures qui sont inférieures à la vitrification de la terre elle-même, qui serait une température beaucoup plus haute. Mais ici, nous faisons une poterie qui était simple, usuelle, qui servait pour tous les jours, qui coûtait pas cher. Et donc, on utilisait le moins possible de combustible et on essayait de la cuire le plus bas possible, ce qu'on appelle les basses températures. Ici, à Cliouscla, on fait de la terre vernissée, c'est de la basse température. La faïence, qui est légèrement supérieure en température, c'est de la basse température. Et ensuite, on a le grès, la porcelaine, qui sont des hautes températures. Une fois que cette poterie a été cuite une première fois, on va l'imperméabiliser. Pour l'imperméabiliser, on va la recouvrir d'une couche étanche, et donc c'est du verre. Du verre, c'est de la silice qui fond à 1200 degrés. Mais comme nous cuisons, nous, autour de 1000 degrés, nous sommes obligés de mettre à l'intérieur de la silice, de le mélanger à un fondant. Ce fondant, ça s'appelle l'alkifou. L'alkifou est mélangé aussi avec les engobes, les mêmes engobes qui sont dessous. Tout ceci est mouliné, mélangé, mis à une densité très précise et couvre la pièce avec une louche ou par trempage. Une fois que la pièce a été vernie, nous allons de nouveau la réenfourner et nous allons la cuire. Et nous allons la cuire autour de 980 degrés, c'est-à-dire un peu inférieur à la première cuisson, pour des raisons techniques. Et donc ce mélange de vernis, de silice, d'alkifou, d'engobe va se vitrifier sur la pièce, et quand on va défourner la pièce, on va la retrouver brillante, belle, mais surtout imperméable. Le défournement constitue un moment fort de la fabrication des poteries. C'est le moment d'une émotion intense où l'on découvre si la cuisson est réussie et si un incident fâcheux n'a pas anéanti les efforts de tout le monde. Au bout de 11-12 heures de cuisson au four à gaz, chacune des 2800 pièces est examinée à part, scrupuleusement sondée et enfin rangée. Plus tard, toutes ces poteries aux couleurs chaudes et aux motifs charmants puisés dans la tradition populaire trouveront leur place, parfois à l'autre bout du monde, très loin du calme village de Cliouscla. Ça, il faudrait pas que ça arrive, c'est la merde. Installé à Mirmande, à quelques pas de Cliouscla, Hervé Bogenez, restaurateur d'objets d'art, rend à la vie grâce à son talent, son ingéniosité, son savoir-faire et sa sensibilité hors du commun, les pièces les plus prestigieuses. Je suis dans le monde de la céramique, c'est-à-dire de ce qui est cuit au feu. Or là, on n'en est pas loin. C'est plus près du verre, là, si vous voulez. Oui. On n'est pas loin, parce que ça, c'est quasiment... Les émaux, c'est du verre fondu, quasiment. Mais on n'est pas loin de la céramique aussi, et on est plus près pour moi de la céramique, bien que le support ne soit pas le même, bien que ce ne soit pas de la terre, bien que ce soit du cuivre. Donc là, nous sommes en face d'un mystère, comme toute chose à Venise, même maintenant. C'est typiquement vénitien, par ses blancs, très caractéristiques, ses verts particuliers, et ses bleus, qui sont touchés de cette maladie, qui est comme, si tu veux, une sorte de poison, qui s'autodétruit en fait. Et c'est très redoutable parce que tu vois que ça fait des blessures qui sont immenses, mais que dans les bleus, et qui continuent, avec un verre de gris assez infernal qui se glisse dessous l'émail et qui continue à le faire exploser. C'est trop important ça, parce qu'on est médecin, on est docteur, et puis humble docteur quoi. Je suis anonyme, je ne signe pas mes restaurations, je suis derrière l'auteur et j'essaye de servir l'auteur le mieux possible, et donc le marchand pour qui je travaille. Le drame de nos métiers, c'est qu'aussi on est très secret,
On vit dans le monde du secret. J'ai besoin de travailler la nuit. J'ai besoin de ce calme, de cette paix, de cette sérénité que je ne pourrais jamais trouver dans une ville. J'ai besoin des oiseaux quand ils font leur nid. J'ai besoin d'une très grande paix parce que je fais un métier qui est un métier extrêmement dangereux. Dangereux pour ma santé, dangereux surtout pour mon stress. C'est pas anodin de retourner au XVIe siècle. C'est pas neutre. Mes clients me demandent mes mains, ma tête. Jusque-là, ça va. Mais ils me demandent en plus mon âme. Ils me demandent quelque chose de plus. Et ils me demandent de retourner en 1500. Et ils me demandent de comprendre qu'en 1534, Fra Santo Avelli da Rovigo, grand, un de mes préférés, fabricant de majolique, savoir si ce jour-là, quand il a fait cette assiette-là et ce décor-là, il était de bonne humeur, quel était son état d'esprit. Et j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec ces grands marchands parce qu'ils comprennent que j'ai compris l'intérieur des objets. Et ça, le travail à la poterie Kliuskla, ça a été très important parce que j'ai assisté à des cuissons des nuits entières. J'ai compris comment on posait une manneille. J'ai compris ce que c'était qu'un accident de cuisson. J'ai compris ce que c'était que une fabrique qui est encore ancienne, un peu comme autrefois à Clio. Et ça m'a permis, en travaillant là-bas, de rentrer à l'intérieur. Voilà. Pour ça, il faut avoir des bonnes lames, bien aiguisées, et puis être patient. Il y a beaucoup de travail de patience chez nous. Le ponçage aussi, c'est patient. Enfin, tout est patience. Si on va trop vite, on monte trop vite à la surface, on se brûle. C'est un peu comme Icare, quand on se brûle. Il faut savoir attendre. En fait, la restauration d'un objet, c'est lui qui monte à la surface. Et quand tu le vois, qui monte à tous les niveaux de registre, des couleurs, oh là là, c'est fascinant parce que tu te dis, ça y est, j'y suis. Et puis expliquer ce que c'était que ce petit travail de finition qui peut prendre parfois des heures parce que si on est sur une grande surface, eh bien, il faut faire des kilomètres et des kilomètres le long des traits de fracture pour marier ce vernis neuf que je déteste cordialement, et qui me le rend bien, à quelque chose qui est venu en 1500. Toutes les zones de buée, tu vois, toutes les zones d'embuage, parce qu'on a des problèmes de buée à cause de ce petit appareil qui s'appelle l'aérographe qui est là. Et voilà, je suis vigilant, quoi. Je remets en place le plus possible de l'original. Voilà. Over. You can cut. Voilà. Et puis parfois je fais une grosse connerie, puis il faut tout que je recommence parce que je suis allé trop loin. Parce que je suis trop gourmand pour me rapprocher trop près du gouffre. Tu vois, c'est très dangereux parce que tu danses sur un fil, quoi. Si tu vas trop près du volcan, tu te brûles. Et alors parfois, comme j'ai tendance à en enlever un maximum, pan, je tombe. Et là, je suis mort. Je suis pour la restauration sur le trait de fracture et surtout de ne pas essayer de déborder. Donc si tu veux, comme j'ai la chance là d'avoir un décor riche, par des volutes, des fruits, c'est encore plus dur quand c'est un volume blanc et uni. Tu comprends? Parce que je ne peux pas mourir. Le problème, c'est de savoir mourir. Et je ne sais pas bien mourir parfois. Quand on dit mourir dans mon métier, ça veut dire savoir, comme la mer, arriver sur la plage en mourant, quoi, sans que ça se voit, la différence entre les deux mondes. Alors c'est très facile d'en mettre plein partout et puis de jamais mourir, mais je passe des heures à essayer de minimiser. Voilà, ce que j'ai fait, c'est tout simple, tu vois, c'est comme ça, de revenir
l'émail original, là où je n'ai pas à intervenir, où je ne suis pas intervenu, puisque ce vernis déborde toujours de quelques millimètres et en même temps je casse l'épaisseur du vernis entre le mariage et la faïence, et en même temps donc j'arrive à un mariage assez fin des deux, c'est-à-dire entre l'artificiel et le véritable. Je mets au propre, on va dire, ma copie. Voilà, j'affine. Ok, voilà, c'est bon. Et après ça, on fait un passage de patine, c'est-à-dire que on égalise le vernis qui est là, qui est tout neuf, avec la patine de l'objet qui a passé 500 ans dehors, quoi, sous le chiffon des mamma italiana.